Bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler d'un article sur les delays to revascularization and outcomes of the non-elective admissions for chronic limb-threatening ischemia, a UK population-based cohort study. Euh, c'est un article qui parle donc de l'ischémie critique. L'ischémie critique qui est une diminution de la vascularisation du membre avec des douleurs de repos, des ulcères et ou une apparition de nécrose et qui a un risque majeur de mortalité et d'amputation majeure. La société de chirurgie vasculaire de Grande-Bretagne et d'Irlande a sorti des guidelines sur le délai de prise en charge de l'ischémie critique et disait qu'il fallait prendre en charge les ischémies critiques admises en urgence dans les 5 jours. Mais ça ne se basait pas sur de réelles études, mais seulement un comité d'experts. Les seules études sur le sujet était chez les diabétiques, on disait que le délai devait être inférieur à 2 semaines, de délai de prise en charge pour avoir 3 fois moins de risque d'amputation. Et une autre étude montrait que la diminution du délai de revascularisation augmentait la probabilité de guérison d'ulcères chez un diabétique et chez les non-diabétiques, une diminution du risque d'amputation majeure et de mortalité. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la relation entre le délai de la revascularisation infra-inguinale, l'amputation majeure et les taux de mortalité à 1 an chez les patients admis à l'hôpital en urgence pour une ischémie critique. Et donc pour ça, ils ont fait une étude de cohorte rétrospective sur 2017 à 2019 avec 1 an minimum de suivi en post-opératoire de la première revascularisation. Ça se basait sur la base de données donc HES-APC, qui est une base de données issue de la National Health, du National Health Service Hospitals. Enfin, voilà. Et donc, les critères d'inclusion, c'était les AOMI revascularisés en infra-inguinal. Les critères d'exclusion, il y en avait plusieurs. C'était les AOMI revascularisés en infra et supra-inguinal, les patients de moins de 50 ans, les amputations majeures le même jour que la première revascularisation, une revascularisation ou amputation majeure dans les 3 ans, un délai entre l'hospitalisation et la revascularisation supérieur à 30 jours, un hôpital qui n'était pas expert dans ce genre de procédure et des données manquantes dans le dossier du patient. Le critère de jugement principal, c'était le décès à 1 an. Le critère de jugement secondaire, c'était l'amputation majeure, qui est définie comme au-dessus de la cheville et ipsilatérale à 1 an, le délai avant décès et le délai avant amputation majeure. La population, on a remarqué en fait que l'impact du délai de revascularisation sur la mortalité différait entre les patients avec ou sans troubles trophiques à l'entrée. Donc du coup, la population avait été divisée en 2 groupes différents, avec troubles trophiques et sans troubles trophiques. Donc les caractéristiques à baseline de nos patients, il y avait 10 183 patients qui ont été inclus dans cette étude. Je vais percuter, c'est sur combien d'années? C'est sur 1 an, 2 ans? En gros, c'est donc entre 2017 et 2019, et c'était 1 an de suivi. Ok. Minimum 1 an de suivi et 2 ans d'inclusion. Voilà, c'est ça, exactement. Les caractéristiques à baseline de nos patients, donc on avait 67% d'hommes avec un âge médian à 75 ans. On n'avait pas beaucoup de, enfin, dans les documents, ils ne trouvaient pas beaucoup les facteurs de risque cardiovasculaire habituels comme le tabac, etc. Donc ils ont juste trouvé si le patient avait du diabète. Et donc il y en avait 57,6%. Dans cette population, il y avait quand même 73% de patients avec des troubles trophiques à l'entrée. Au final, il y avait 54,5% de revascularisés dans les 5 jours. Donc, la médiane de délai de revascularisation était de 5 jours. Et on a remarqué quand même que la prise en charge était plus rapide si le patient était jeune, sans comorbidité et avec un haut niveau socio-économique. Alors ça, c'est très intéressant. Ils ont utilisé Mm. vous les avez bien marqué, Mm. 2 critères pour évaluer la fragilité ou le niveau social des patients, c'est le SCARF et deprivation. Mm. Et on voit que Q4, Q5 dans deprivation, c'est quasiment la moitié des patients. Mm. Et CIVIR, c'est 65% SCARF.
ce qui montre quand même le bas niveau socio-économique de cette population. Ouais. Et donc, cette figure, elle nous montrait que la prise en charge était plus longue si on avait une présence de troubles trophiques. Ensuite, on avait cette figure qui nous permettait de voir que... Reviens Ouais, sur pardon, ça. excusez-moi. Il y a une différence qui est entre open et endo ou pas? Non, pas vraiment de. Ah Enfin, non. en fait, ils en parlent pas très clairement de la différence entre open et endo. Ça, c'est un peu un manque dans cette étude, c'est que les techniques Enfin, on en reparlera de toute façon dans les limites, mais les techniques sont pas vraiment étudiées. Et puis, ils font pas trop la différence entre open et endo. Pourtant, ils ont fait quand même une étude là-dessus. C'est Donc, un point majeur parce que il y a des études, notamment Bassiela, qui mm, préconisent le traitement open en première intention en cas de viol correct. mm, Mais si l'accès au bloc opératoire est plus difficile et qu'il y a une bascule trop importante vers l'open, mm, on n'a pas plus de moyens pour faire des pontages. mm. On fait 2 pontages par jour dans une salle et pas 3 ou Non, 4. non, c'est vrai. Donc, en termes de délai de prise en charge, la bascule de l'endo vers l'open pourrait induire des délais de prise en charge très différents. Ouais. Mm. Et donc, on a cette figure qui nous permet de voir que, alors déjà, le taux de mortalité à 1 an après revascularisation, c'était le taux global avec trouble trophique ou sans trouble trophique, il était à 27,3%. La mortalité à 1 an, elle était plus élevée si on avait une présence de trouble trophique, donc 30% contre 19,9% pour les patients sans trouble trophique à l'entrée. Pour chaque jour de plus sans revascularisation, on avait une augmentation de risque des décès à 1 an de 3% chez les patients avec un trouble trophique. Et donc, chez ces mêmes patients, s'ils n'étaient pas pris en charge dans les 5 jours, on avait quand même une mort... Enfin, s'ils étaient pris en charge, pardon, dans les 5 jours, on avait une mortalité qui diminuait de 2,7%, ce qui est quand même majeur. Ensuite, Qui augmentait. c'est... Qui augmentait. Non, s'ils étaient pris en charge dans les 5 Oui. jours, ça diminuait de 2,7%. Et donc, les autres facteurs de risque qui ont été étudiés sont ici. Et on voit que les facteurs de risque de décès à 1 an qui étaient significatifs, c'était l'âge élevé, les comorbidités. À partir de une comorbidité, on avait un facteur de risque de décès à 1 an plus élevé, la fragilité du patient et aussi la revascularisation qui était plus distale. Mais plus distale, mais par contre, enfin, c'était un facteur de risque de décès. Oui, c'est ça. Non, pardon, c'était un facteur de protecteur de décès à 1 an, si c'était plus distal. Ce qui est pas très. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça très logique. Alors, c'est très intéressant parce que Ouais. bon, les facteurs d'âge, les facteurs de comorbidité, c'est tout classique Mm, sur le pronostic du patient. mm, Et ce qui ressort ici, c'est le côté frailty, là, mm, le côté social, en fait. Hein. mm, Ça impacte majeur sur le pronostic. ouais. Et, euh, Et donc, ensuite, donc ça, c'était tout ce qui était décès. Là, on va étudier plutôt les amputations majeures. Donc, à 1 an, on avait 61% de patients qui étaient en vie et non amputés majeurs. On avait 15% de patients qui avaient été amputés majeurs. Leur délai de prise en charge était, enfin, médian était de 5 jours. Et 23% de patients qui étaient décédés sans avoir été amputés majeurs. Et eux, leur délai de prise en charge médian était quand même de 6 jours. Euh, et donc, avec troubles trophiques, on avait en moyenne 16% d'amputations majeures. Sans troubles trophiques, on avait en moyenne 14% d'amputations majeures. Mais on n'a pas trouvé de relation entre le délai de prise en charge et l'amputation majeure. Les autres facteurs de risque, donc comme tout à l'heure qui avait été étudié là pour l'amputation majeure à 1 an, avec troubles trophiques, c'était significatif pour les revascularisations distales. C'était un facteur de risque de l'amputation majeure et le niveau socio-économique bas. Par contre, sans troubles trophiques, pareil, le niveau socio-économique bas dans tous les cas était un facteur de risque d'amputation majeure à 1 an. Et enfin, si on avait plus de 3 comorbidités, euh, ou alors on avait un score de fragilité important, c'était aussi un facteur de risque d'amputation majeure, ce qui n'était pas le cas avec les troubles trophiques. C'est après parce que le diabète ne sort pas, là. Ouais.
Alors bon, ce diabète, c'est quand même connu comme enfin, un facteur de risque important, mais ça sort pas. Alors, toujours pareil, le niveau socio-économique, lui, sort Ouais. dans les deux cas. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a un facteur protecteur, c'est le fait d'être une femme et le fait d'être très âgée. Après, on peut supposer aussi que le fait d'être très âgée, enfin, on va laisser le patient tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un biais là-dessus, on en avait parlé déjà dans Mm. un précédent Journal Club, c'est que on va pas être agressif sur des amputations majeures si le patient n'a pas un pronostic Mm. correct. Mm. Et donc, ensuite, ici, en fait, on voit que l'augmentation de décès enfin, au fil du temps est assez continue, alors que pour ce qui est des amputations majeures, il y a quand même un pic à 2 mois. Enfin, on a beaucoup plus d'amputations majeures dans les 2 mois de prise en charge du patient. Puis ensuite, après, c'est une augmentation qui est plutôt enfin, en plateau. Et la médiane d'amputation majeure était à 35 jours. Donc, pour résumer tout ça, les patients admis en urgence pour une ischémie critique, ils ont 27% dans cette étude en tout cas, 27% de risque de décès à 1 an. Et ça diffère entre les troubles trophiques et sans troubles trophiques, 30% avec troubles trophiques, 20% sans. L'amputation majeure à 1 an, elle est autour de 16%. Le délai médian avant revascularisation était quand même à 5 jours, comme ce qu'on voyait dans les guidelines de la Société vasculaire de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et chaque jour supplémentaire d'attente, on avait une augmentation de la mortalité de 3% chez les patients avec troubles trophiques. Et si la prise en charge était de moins de 5 jours, comme on disait tout à l'heure, ça nous faisait une diminution de mortalité de 2,3%. On peut supposer que la mortalité est élevée dans cette étude par rapport à d'autres études, parce que c'est quand même une certaine partie de la population, c'est des patients qui ont été admis en urgence pour leur ischémie critique, c'est pas des programmés. Il n'y a pas de lien entre le délai et l'amputation majeure parce que la gravité et en fait, la gravité et la progression de la maladie ont quand même plus d'impact dans l'amputation majeure que peut-être un délai de prise en charge. Euh, et ensuite, les patients avec troubles trophiques étaient pris en charge plus tard parce qu'en fait, c'est des patients qui ont quand même besoin d'une optimisation, peut-être d'une antibiothérapie préopératoire, d'une imagerie. Enfin, il faut peut-être des traitements préopératoires contrairement à ceux sans troubles trophiques. Et puis après, il y a aussi les contraintes hospitalières. Peut-être que ces patients avaient plus, enfin, oui, plus de délai de prise en charge à cause de ça. Donc, enfin, cette étude, c'est une étude intéressante parce que c'est une grande cohorte de patients. On a fait aussi une distinction entre les patients avec et sans troubles trophiques. Et en plus, on a pris en compte beaucoup de facteurs de confusion. Mais c'est une étude rétrospective sur un registre, donc ils n'ont pas pu évaluer cliniquement tous les patients. Il manque certains facteurs de risque, surtout cardiovasculaires, avec par exemple le tabac. Il manque le bilan bio à l'entrée. Enfin, le degré d'athérosclérose du patient. Il y a pas, on parle vraiment pas des techniques utilisées enfin, des techniques chirurgicales utilisées pour la revascularisation. Donc, ce qu'on apprend avec cette étude, c'est qu'il faut accélérer le délai de revascularisation des patients avec troubles trophiques pour réduire leur mortalité. On n'a pas de réelle amélioration claire du taux d'amputation avec le délai enfin, préopératoire. Et donc, il faudrait faire des études supplémentaires pour affiner ces résultats et établir des recommandations nationales précises sur le timing optimal. Très bien, très intéressant. Bon, ben, belle diapo de fin. C'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi. Ouais. Je l'ai dessiné hier soir. Il n'y a rien sur le. Bon, quand tu dis à la fin, il n'y a pas t'as le tabac, il n'y a pas le tabac. Oui, enfin, pas le tabac, je veux dire les facteurs de risque Non, moi, ce qui me cardiovasculaires dérange, c'est qu'il également. n'y a aucune évaluation de l'infection des troubles trophiques à l'arrivée, avec la classification Wi-Fi. Alors, je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais ça permet quand même aussi de stratifier les patients dans ce groupe-là et de dire forcément les prises en charge vont être impactées par ça et ils auraient peut-être dû faire une catégorie avec infection sur infection parce que ça change quand même notre façon de prendre les choses en charge et sur probablement la gravité et sur le délai parce que si on met des antibiotiques avant, s'il y a une amputation majeure d'abord, enfin, je trouve que ça c'est dommage dans la partie avec play parce que
je trouve que c'est la chose qui change notre stratégie de prise en charge. Bah, ils évoquent un peu ça avec, en parlant de gangrène, mais ils développent pas beaucoup, quoi. C'est un Non, peu, mais je trouve c'est que ça un aurait peu été dommage, intéressant quoi. de mettre Ouais, parce que je trouve que c'est vraiment un des facteurs qui peut Ouais. changer le délai. C'est Et vrai. puis pour la suite, et puis l'état du patient à l'arrivée, s'il est sceptique. Et Voilà, le maintenant, bilan biologique, ouais, dont il parlait. maintenant, je trouve que c'est assez cohérent, globalement. Mm. La globalité, c'est bien. Alors, c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas moins d'amputation sur le vasculaire fluide, mais pareil, il y avait juste une classification avec et sans trouble trophique. Oui, c'est ça. Ouais. Et dans la partie trouble trophique, il Il n'y y avait avait pas pas, non. sur le Rutherford. Non. Non, il y avait pas. Il ne parle pas de la dialyse, parce que c'est comme Non, un facteur. non plus. La dialyse, c'est un facteur un petit peu. Oui, mais ça, on le sait déjà. Déjà que la dialyse, ça, c'est des choses qui font que les patients arrivent là. Maintenant, après, c'est une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qui influence C'est vraiment très très intéressant. Il y La a suite, notamment hein. une phrase qui revient tout le temps dans les communications, etc. C'est time is tissue. Et là, ça va contre ça finalement, parce on voit pas que plus on attend, plus on risque de perdre l'argent. Non. On a une influence sur le décès, mais pas tellement sur le sauvegarde. Non, non. Il parle que d'amputation majeure. Il parle que d'amputation majeure. Donc, Ouais. il y a des gens qui ont des troubles trophiques qui sont amputés d'orteils ou choses comme ça. Sûr. Et C'est une bonne règle. C'est vrai. Le délai de prise en charge moyen, j'ai pas vu, mais le délai de prise en charge moyen, c'était médian, c'était 5 jours. ça allait jusqu'à combien? En fait, c'était l'un des critères d'exclusion, c'était 30 jours, enfin un délai de prise en charge supérieur à 30 jours. Ouais. Donc en gros, ils ont étudié jusqu'à 30 jours quand même. 30 jours Ouais. après l'arrivée à l'hôpital. Oui, c'est ça. En urgence. Ouais, enfin, donc c'est très bien fait. Hein. Et les Anglais, ils ont des bases médico-administratives de très très grande qualité. Non, c'était intéressant comme étude. Ok, très bien. D'autres choses?